Nous sommes dimanche 22 juillet 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le club de l'actu sur Espace TV. Ce soir, nous revenons sur quelques faits marquants de l'actualité durant la semaine qui s'achève, notamment de cette crise sociale en cours due à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, de l'entame des négociations entre le gouvernement et le syndicat. On parle des forces sociales de Guinée avec cette manifestation annoncée pour ce lundi 23 juillet. Et ensuite, des partis politiques qui se mêlent peut-être à la danse. On va le savoir tout de suite avec quelques représentants de partis politiques ici présents sur ce plateau. Nous parlons également de politique avec le retard dans l'installation des exécutifs communaux et cette menace de l'opposition de reprendre ces manifestations liées à ces contentieux électoraux. On a avec nous quelques représentants de partis comme l'UFDG qui est représenté sur ce plateau par son responsable de la communication, à la personne de Boubacar Alpha Bakar Ba, qui est le responsable de la communication du parti UFDG, qui est avec nous. On a également avec nous M. Sekouna Nassila, il est de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. On n'oublie pas M. Oumar Ba du parti PUL et le Camerounais, je l'appelle comme ça, M. Mamadou Badiko Ba, président de l'UFD, qui est de retour dans son pays. Je lui dis bonsoir. Bonsoir, Kourouma. Bienvenue. Bienvenue. Le Camerounais vous salue. Nous revendiquons effectivement le fait d'être des enfants du docteur Félix Roland Moumié. D'accord. Bienvenue chez vous. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kourouma. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication de l'UFDG. Monsieur Dupul, bonsoir. Bonsoir. Oumar Ba, Oui. Bienvenue. Merci. Monsieur Nanassila Sekou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Antoine. Bienvenue à vous. Merci. Voilà donc le décor ainsi planté. On se retrouve tout de suite après la transition. Voilà donc encore une fois, bienvenue dans cette émission, le club de l'actu. On entame cette émission par cette crise sociale en cours dans le pays depuis quelques jours avec l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Je commence par vous, monsieur Sekouna Nassila, du RPG Arc-en-Ciel. On a tous assisté à cette augmentation du prix du carburant à hauteur de 25%. Ça crée un tollé dans la cité et beaucoup ne comprennent pas pourquoi cette augmentation. Comment est-ce que le RPG apprécie cette décision du gouvernement ? Bon, il est un secret de polichinelle que le prix du baril sur le marché international a augmenté. Aujourd'hui, le prix est autour de 74 ou 75, voire même 76 dollars le baril. Étant que la Guinée n'est pas un pays producteur de pétrole. Nous sommes certes un pays producteur de pétrole, mais on a dans le gouvernement un ministère de l'hydrocarbure. Bien sûr, mais l'existence du ministère ne suffit pas pour... Mais c'est paradoxal. Non, mais ce n'est pas paradoxal. Je vous en prie, c'est très important. Allez-y. Je pense que ça, ce n'est pas une spécificité guinéenne. Lorsque vous allez sur le marché international pour acheter une matière première, vous l'achetez au prix fixé à l'international. La Guinée n'a aucun pouvoir de fixer ce prix. Voilà, donc nous ne pouvons que suivre la réalité du marché international. Donc c'est tout à fait normal que l'État ait procédé à ce réajustement de prix. Vous devez comprendre que l'accord que l'État a signé avec les acteurs sociaux avait bien indiqué qu'une fois le prix du baril à l'international sera au-dessus des 57 dollars, que l'État et ses partenaires devraient se retrouver dans les 90 jours qui suivent pour déterminer, pour fixer un prix de ces produits pétroliers à la pompe. Donc sincèrement, ce qui est aujourd'hui... Ce qui n'a pas été le cas. Bon, ce qui est clair, bon, je pense Ça que... n'a pas été le cas. Moi j'ai suivi... non, bon, je ne peux pas confirmer parce que j'ai suivi la sortie du ministre du Pétrole sur vos antennes. Et je crois que c'était le dernier numéro de la Grande Gueule. Il avait dit qu'ils étaient en négociation avec les acteurs sociaux, histoire de fixer le prix. Donc vous nous confirmez ce matin, ce soir, que le ministre, avant la fixation de ce prix, a consulté les partenaires sociaux. Il l'a dit. Ce que ne reconnaissent pas les syndicalistes. Il l'a dit. Bon, il l'a dit officiellement sur les zones d'espace FM. Voilà. Et moi, je pense que ce qui doit prévaloir dans cette situation, est-ce que oui ou non? Mais dans ce protocole d'accord, il est bien mentionné qu'avant l'augmentation du prix, il faut consulter d'abord les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce que le ministre a dit ici, qu'ils étaient en négociation avec les syndicalistes. Ce qui a été démenti par les syndicalistes. Maintenant, je suppose que ça a été démenti. Ce qui doit, je pense que la question fondamentale doit être quoi? Oui ou non, objectivement, il y a des raisons
qui ont motivé ce réagissement du prix des produits pétroliers à la pompe. C'est quoi la raison principale? Parce que la raison du prix du baril sur le marché mondial, ça ne tient pas la route. Non, mais c'est la raison fondamentale. Pourquoi? Un produit qui était vendu à moins de $40 monte jusqu'à $76. Vous trouvez qu'il n'y a pas nécessité de réajuster le prix? Parce qu'à 8 000 francs déjà, le co estimait que c'était beaucoup trop élevé pour les Guinéens. Parce qu'on aurait dû être à 5 000 francs à l'époque. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une marchandise et nous sommes dans le commerce. On ne peut pas acheter un produit et le revendre à perte. Et à 8 000 francs déjà, est-ce que les gens se font une idée de ce que l'État perdait au titre de renonciation à certaines taxes et droits? Du mois d'octobre 2017 à ce mois de juin, l'État a perdu plus de 700 milliards de nos francs. Donc, au titre de renonciation à certaines taxes et à certains droits pour permettre aux citoyens d'avoir le prix de l'essence à 8 000 francs. D'accord. Et je vous en prie, c'est très important, ça c'est à l'interne, et il suffit de faire une étude comparative du prix à la pompe de ces produits pétroliers dans la sous-région. Vous verrez qu'au Mali, le prix de l'essence, c'est plus de 11 000 francs guinéens. Si vous faites la conversion, c'est 11 550 francs. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 000. Est-ce qu'il y a nécessité de comparer? C'est très important parce que nous partons tous sur le marché international pour le train de vie, ces deux pays ne sont pas les mêmes. Non, mais ça, le train de vie est une chose, mais ce n'est pas parce que la Guinée, par exemple, est un peu faible économiquement que la Côte d'Ivoire, que sur le marché international, celui qui vend le pétrole dira, vous êtes misérable, prenez à $4. La Côte d'Ivoire est un peu plus riche, la Côte d'Ivoire prend à $5. Non, c'est le même prix, ce sont les mêmes produits. C'est très important, cette comparaison, elle est objective. Dans Badiko, on vous a entendu décrier cette augmentation du prix du carburant à la pompe. Et c'est quoi votre avis sur la question? Est-ce que pour vous, il était opportun que le gouvernement prenne cette décision? Alors, je voudrais d'abord rectifier les affirmations de notre frère, ceci-là. Le prix du carburant à la pompe contient plus de la moitié de taxes. Donc déjà, moi, je ne comprends pas comment le gouvernement dit qu'il a subventionné la consommation. Puisqu'il y a la taxe spéciale sur les produits pétroliers qui est très élevée, il y a également la TVA là-dedans. Donc, le pétrole est surtaxé. Bon, ce n'est pas propre à la Guinée, mais il faut pas c'est pas puisqu'on n'arrive pas à appliquer toutes les taxes que l'on veut que l'on va dire qu'on a subventionné la consommation. Ça, c'est deux. Deuxièmement, il y a un cafouillage terrible au sein de la majorité du gouvernement. Tantôt on dit que le baril est à $80, tantôt il est à $74. On ne sait pas, il y a deux prix de baril. Il y a une fluctuation. Il y a deux prix. Il y a le West Texas intermédiaire, c'est-à-dire le light crude américain qui est le moins cher, qui aujourd'hui est à $68 aujourd'hui. Et il y a le Brent de la mer du Nord, donc la référence anglaise, qui est un peu plus élevé à cause des problèmes de qualité. Donc il y a un cafouillage absolument terrible. Mais ce que nous avons d'abord dit, c'est que lorsque le pétrole avait baissé, le gouvernement guinéen n'a pas baissé les prix. Et c'est intervenu en 2014. Il n'y a pas une baisse des prix. Donc il n'y a pas de raison que lorsque la hausse est spectaculaire, que ça monte. Maintenant, j'attire l'attention, puisqu'on est dans une grande écoute. La Guinée importe des produits pétroliers de très mauvaise qualité, de la plus basse qualité sur le marché international. Expliquez-nous. Ça veut dire que, vous savez, le pétrole, il y a énormément de qualité là-dedans. La qualité du raffinage, la qualité des additifs. Et ici, on nous met les pires additifs qui sont même nuisibles à la santé des populations, puisque ça permet d'avoir le pétrole moins cher. Et donc, il y a tous ces cafouillages-là qui sont derrière, dont on ne parle pas. Mais le plus important, le plus grave, c'est que le gouvernement va pomper des centaines de milliards. Pourquoi faire? Eh bien, pour entretenir un appareil d'État parasitaire qui ne sert absolument à rien, qui n'a aucune autre utilité sociale que de pomper des impôts. Donc pour vous, cette augmentation du prix du carburant n'était pas nécessaire? Mais ils n'ont qu'à réviser le coût de l'appareil d'État, le coût exorbitant de l'appareil d'État qu'on fait supporter aux citoyens guinéens. L'État n'a qu'à faire des économies sur la corruption, sur les déperditions de toutes sortes, et ramener l'État au niveau qui est supportable pour la population. À ce moment-là, vous verrez qu'on n'aura pas besoin de toutes ces taxes et on n'aura pas besoin d'avoir même le pétrole à 8 000 francs. Donc pour vous, là, les arguments du gouvernement ne tiennent pas la route? Malheureusement, ils ne tiennent pas. Du prix du baril sur le marché mondial, de la subvention annuelle qui s'élève à plus de 600 milliards. C'est un cafouillage complet, je suis désolé.
Et je dis que là, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire cet argent? Ça permettra certainement au pouvoir et à ses alliés de dilapider encore plus de fonds, d'avoir plus de fonds à détourner et pour entretenir le train de vie exorbitant de l'État, pendant qu'on n'a même pas de route, on n'a pas de pont, le système de santé est totalement par terre, avec des conséquences terribles pour la population, un système éducatif qui n'est pas financé sérieusement, qui est abandonné pratiquement au secteur privé, avec l'eau potable qui manque, tout est en manque dans ce pays, tout est en situation d'urgence. Et on a dit que si c'était pour augmenter les recettes pour faire face aux besoins de la population, mais vraiment, on va tous applaudir. Je vous rappelle maintenant, je suis heureux d'être en face de jeunes frères ici, dans les années 58, le peuple de Guinée s'est serré la ceinture face à la France qui nous mettait à genoux, et qui était là pour empêcher que l'indépendance ne décolle, et la population a accepté des sacrifices énormes sans broncher. Donc le peuple de Guinée est habitué au sacrifice pourvu qu'il comprenne. Si le pouvoir réellement, si les élites qui sont au pouvoir acceptent de se sacrifier, la population va suivre. Mais sinon, il n'y a aucune raison que ce soit la population qui paye la malgouvernance, les détournements de deniers publics, la corruption généralisée, comme le dit d'ailleurs les acteurs de la société civile. D'accord. On va en venir tout à l'heure avec M. Alpha Bakar. On n'entend pas beaucoup les partis politiques de l'opposition sur la question. Beaucoup estiment que dans vos revendications, même par rapport aux contentieux électoraux, vous parlez moins de cette situation de l'augmentation du prix du carburant. On en a parlé, nous avons expliqué les choses. Nous n'avons pas compris, nous non plus, cette augmentation hasardeuse et sans sensibilisation au préalable et tout. En plus des raisons évoquées ici, il y a le facteur FMI qui est aussi évoqué par le gouvernement pour expliquer cette hausse du prix du carburant. J'ai eu accès aux documents des recommandations du FMI après leur séjour ici. Là, leur recommandation d'augmentation, c'est 950 francs au plus. Ils ont écrit 950 francs au plus. Ça veut dire que même si le gouvernement devait augmenter, en tout cas sur injonction du FMI, c'était au plus 950 qu'on pouvait arrondir et atteindre 9000. Mais revenons au prix du baril dont on parle souvent. Oui. Entre juin 2011 et juin 2012, le prix du baril se basant sur le Brent Oil, c'était au niveau de un peu plus de 110 $. Un peu plus de 110 $. En ce moment, on était à 10 000. Ça veut dire que les 10 000, c'était au niveau lorsque le prix du baril était à 110 $. À partir de 2014, la tendance baissière a commencé. Jusqu'en février 2016, nous sommes arrivés à un peu plus de 35 $. Dans tous les pays de la sous-région dont il a cité ici, on était à 4 000 francs. 4 000 francs maximum. En Sierra Leone, à côté ici, on était à 3 900. Le prix à la pompe, oui, converti en francs guinéens. Donc, en ce moment aussi, et les politiques et les forces sociales se sont joints les mêmes pour demander au gouvernement de baisser le prix. Ils ont refusé. Ils ont refusé entre 2014 et 2016 de baisser de 10 000. C'est en février 2016 seulement qu'ils ont accepté de baisser de 2 000 francs. Donc, de venir à 8 000 alors qu'on devait, en ce moment-là, on devait baisser le prix du carburant jusqu'à 4 000. Donc, ils ont engrangé des recettes énormes pendant 4 ans, pendant 5 ans. Mais le gouvernement, comme argument, avait dit qu'on sortait à peine d'Ebola. Il fallait qu'on fasse en sorte j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Combler le gap. Ce n'est pas possible que le gouvernement nous trouve toujours des arguments pour la population, pour serrer la ceinture à la population et que pour eux, ce ne soit pas le cas. Ce ne soit pas le cas. Regardez aujourd'hui dans notre pays, tous les Guinéens qui travaillent dans des secteurs où il y a des recettes, la douane, les impôts, le trésor public, mais ce sont des gens riches. Ce sont des gens riches. On ne contrôle rien là-bas. Tout récemment, c'est la cellule de communication, en tout cas des jeunes de la cellule de communication du RPG qui étaient fâchés contre quelqu'un, le patron de la douane, qui nous a montré on a vu ces images. Voilà, et donc, mais aucune action. Donc, vous savez, la population, comme l'a dit le doyen, la population peut comprendre. Depuis 2011,
on nous a demandé de serrer la ceinture. Vous vous rappelez de PPTE? Vous vous rappelez ces multiples revues de FMI et Banque mondiale? On nous a toujours dit, attendez jusqu'à ce que nous ayons cette facilité élargie de crédit pour passer à ceci ou cela. Donc aujourd'hui, le gouvernement a pêché non seulement dans la sensibilisation, la communication. Si, je dis si, ils avaient toutes les raisons, par exemple, d'augmenter ce prix du carburant, qu'est-ce qui les empêchait de faire exactement comme le ministre de l'Hydrocarbure, ce qu'il avait prévu? Parce qu'il a appelé, vous l'avez appelé ici, sur les grandes gueules, il a dit, avant de le faire, nous allons appeler les acteurs sociaux pour qu'on en débatte. Ils ne l'ont pas fait et c'est le soir, les gens ont appris ça à la radio. J'ai entendu Damaro dire, non, est-ce qu'on doit appeler les partenaires sociaux pour prendre une décision? L'État est souverain. Dans tous les pays, c'est comme ça. Actuellement, Macron a mis autour de la table tous les acteurs sociaux pour décider des réformes qu'il y a. Le gouvernement guinéen ne peut pas continuer à être en mode défiance et croire que la population va se coucher et accepter tout. Donc aujourd'hui encore, même avec les 8 000, le gouvernement est en train de gagner beaucoup d'argent. Donc il faut qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on est en train de perdre parce qu'on a subventionné du cash dans le carburant. Non, non, mais alors là, pas du tout. Revenons par exemple sur la structure du prix du carburant. Là où on parle de TSPP, y compris 250 francs dans chaque litre sur les entretiens routiers. Mais, même pour prendre seulement cette partie, 250 francs, chaque litre qu'on paye pour l'entretien routier. Vous voyez, ne serait pas suffisant selon le département. Vous voyez, est-ce que vous voyez l'état de nos routes, même avec ces 250 francs? Est-ce que vous voyez l'état de nos routes? Reviendra peut-être. Donc voilà, on y va avec vous, monsieur Oumar Ba. Le parti PUL forcément réagit par rapport à cette situation. Vous la dénoncez aussi ou est-ce que vous comprenez l'état? Non, pas du tout. Nous au PUL, nous ne partageons pas cette décision d'augmentation du carburant. Déjà, c'est pour cela que nous, on a demandé le départ du professeur Alpha Condé. Je rappelle que vous êtes l'un des partis qui demande le départ du président. Vous avez d'ailleurs introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle et vous avez été débouté. Oui, mais bien sûr, quand même, nous félicitons cette Cour constitutionnelle quand même, qui nous a répondu, parce que contrairement à l'Assemblée nationale, et voilà, donc cette Cour a donné à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas habilité à juger le président. Et vous comptiez marcher le lundi 23 juillet pour demander le départ du président. Oui, sauf que la mairie a refusé votre demande. Oui, bien sûr, ils ont refusé. Ils ont qualifié de notre manifestation d'anticonstitutionnelle. Mais c'est leur décision qui est anticonstitutionnelle. Parce que nous, on va être là et nous appelons déjà... Comment demander le départ d'un président démocratiquement élu? Ah oui, mais il ne faut pas se fier à ça seulement parce qu'il est démocratiquement élu. Il doit faire n'importe quoi. Non, pas du tout. Vous comptiez sur qui pour marcher? Parce que vos militants ou qui vous suivraient dans cette démarche? Oui, écoutez, monsieur Antoine, on ne peut pas lancer une manifestation où on appelle quand on n'a pas des militants. Ce jour, on vous invite. Vous allez être surpris. D'accord. Voilà. Parlons notamment du prix du carburant. C'est quoi votre réaction? Notre réaction, le gouvernement n'a pas d'argument. Ça, c'est pas normal juste de se réunir et puis décider et puis de faire monter le prix du carburant. Il y a tout de même des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement. On parle de la mise en circulation du train Conakry Express, des bus, les 50 bus turcs offerts par Erdogan et tout ça. Ça, c'est ridicule. Même si c'est en France qui ont des TGV, des métros et des RER A ou B, comment on peut s'exprimer comme ça? Non, pas du tout. Moi, je vous dis, il y a certains de nos militants qui n'ont jamais vu ce train. Et puis, pourquoi vos militants principalement? On parle des Guinéens là. Oui, comment? On parle des Guinéens, vous parlez de vos militants. Non. D'abord, on parle de nos... Oui, bien sûr. Okay. D'accord. Et ce gouvernement, il pense que Conakry se limite la Guinée se limite à Conakry. Justement. Pas du tout. Mais c'est qu'il s'agit de la population de l'intérieur du pays, les Guinéens qui se trouvent à l'intérieur du pays. Cette mesure d'accompagnement, c'est une foutaise. Elle n'est pas suffisante. Pas du tout. D'accord. Elle est insignifiante selon beaucoup. Alors, c'est qu'on a suivi ces négociations entre syndicats et gouvernement pour la journée de vendredi, pratiquement. Ça a été infructueux. Il n'y a pas eu d'accord entre les deux parties. On nous apprend que lundi, les négociations reprennent. Bon, nous espérons que les négociations reprennent et que les fils de Guinée, en priorisant la paix sociale, en priorisant
l'intérêt supérieur de la nation puisse se comprendre. Mais vous allez me permettre quelques petites réactions suite à l'intervention de mes deux grands frères. Il fallait s'y attendre. Mais sincèrement, je suis un peu surpris de la réaction de mon papa, M. Badiko, qui est un pionnier politique en République de Guinée. Et franchement, à cause de cet engagement politique, je lui dis toute mon admiration et tout mon respect, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'engage sur ce champ-là. Mais moi, je pense que les problèmes d'état d'âme personnel dans le débat politique est une réalité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Je vous en prie, c'est très important. Allons sur le sujet. Allons sur le sujet, c'est beaucoup plus important. Le peuple est à l'écoute, je vais en revenir. Voilà, pour moi, ce n'est pas la priorité dans ce débat. Quand il s'agit de l'intérêt... Est-ce que vous pensez que c'est pas frustration? Quand il s'agit... Je le pense. Pourquoi? J'en viens, s'il vous plaît. Quand il s'agit de l'intérêt vital de la nation, je pense qu'il faut relever le niveau du débat et traiter la question sans passion. C'est très important. Voilà, je ne suis pas, personne ne dira qu'il peut être contre la lutte contre la corruption dans un État, parce que ça permettra de sécuriser les ressources mobilisées et ça permettra de les accroître. Nous sommes d'accord. Mais ce débat, ce débat n'est pas un débat de convertibilité. Tel un problème donné à un élève de la 6e année, c'est en grammes, en kilogrammes. Le problème du pétrole, des produits pétroliers est précis. Lorsqu'il y a des déperditions à ce niveau-là, je pense que c'est de la responsabilité de l'État et c'est son droit régalien de chercher des voies et moyens de lutter contre cette déperdition. Si c'était dans le domaine minier, il en sera ainsi. Donc on sort de ce faux débat-là qui voudrait que l'augmentation, je vous en prie, Lorsqu'il dit par exemple, lutter contre la corruption pour contribuer à éponger... Je le repose simplement. Nous sommes dans un domaine de fluctuation. Aujourd'hui, le baril se négocie entre l'intervalle fermé 72 jusqu'à 67. On n'est plus à ce niveau-là. Voilà, non, c'est un exemple. Permettez. J'en viens tout à l'heure. Mais permettez. Monsieur Antoine, c'est très important. Vous avez déjà expliqué. Permettez-moi de dire ceci. Dans 2 mois, le prix du baril peut chuter. On peut venir à $40. Est-ce qu'on dira encore à l'État non, ne descend pas? Il ne faut pas descendre. Je vous en prie, je pense que ça, c'est une opportunité que les Guinéens, à travers le gouvernement et les acteurs sociaux, autour de la table, de faire de cette question de fluctuation du prix du pétrole sur le marché international une réalité. Je vous ai répondu à la question, monsieur. Permettez, mais si vous ne me permettez, vous ne pouvez pas me comprendre. C'est très important. Donc, ceux qui mettent dans la même gibecière la lutte contre la corruption et les déperditions dans le domaine pétrolier, c'est un faux débat. Quand le prix monte à l'international, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette fluctuation. De même que si ça baisse, il faudrait que aussi cela se fait ressentir. Donc c'est l'opportunité. Ça n'a jamais été le cas. Pas souvent le cas. Le cas en Guinée. Mais c'est une opportunité, je pense. Heureusement que vous le reconnaissez. C'est une balle à saisir au rebond. Si l'État a augmenté cette fois-ci, autour de la table de négociation, je pense qu'on peut formaliser ça et en faire désormais une coutume. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens disent le gouvernement n'a pas associé les acteurs sociaux. Nous voulons la paix, nous sommes en démocratie. La consultation est très importante. Mais ce n'est pas une contrainte légale. Hein. Ce n'est pas la loi qui dit au gouvernement, c'est-à-dire l'État, c'est l'exécutif. On a renoncé tous chacun à une parcelle de nos droits pour donner à l'État, pour que la cité soit administrée. Eh bien, l'État a des droits régaliens qui ne se discutent pas. Si on part dans une démarche collégiale, consultative, c'est très normal, mais le fait que l'État ait fixé le prix, sincèrement, ce n'est pas le monde qui doit s'écrouler. On a vu encore en Sierra Leone, il n'y a pas 5 jours, c'est très important, c'est très important. En Sierra Leone, il n'y a pas 5 jours, l'État a augmenté de 6 000 à 8 000, le coq n'a pas chanté. À vous entendre, c'est comme si vous ne preniez pas en compte les cris de cœur des populations. Donc pour vous, l'État a le droit, sans sensibiliser, d'augmenter le prix du carburant de façon unilatérale, sans consultation. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Là, c'est très grave, monsieur Sylla. Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est ce que vous voulez dire. Non, ne me prêtez pas les intentions. Le gouvernement ne se fiche pas mal des préoccupations des citoyens. Ça, c'est votre point de vue. C'est ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Malheureusement, c'est ce qu'on entend dans vos propos. Non, ne me prêtez pas une intention que je n'ai pas. C'est très... Nous sommes...
l'État, l'exécutif a son rôle, a sa mission dans la gestion Donc, du pays. Quand il veut, pas comme il veut. Non, Non, il a fallu quand même que dans le protocole d'accord signé avec les syndicats, on a dit jusqu'à ce que le prix soit en dessous de $57, il n'y a pas d'augmentation. Et ça, c'était valable jusqu'à décembre 2016. De 2016, nous sommes en 2018 là. Le prix, mon frère disait tout à l'heure que le Fonds monétaire international a demandé qu'on augmente 900, mais ça c'était quand le prix du baril était à $60. Aujourd'hui, on est au-dessus de 70. La dernière question avant de passer la parole aux autres. Parlons des mesures d'accompagnement au niveau du gouvernement. Comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que selon vous, c'est suffisant quand on parle de train Conakry Express, de bus, également de la suppression de quelques barrages à l'intérieur du pays et tout cela? Est-ce que pour vous, tous les Guinéens vont en bénéficier? Bon, je pense que c'est un très bon début. C'est un très bon début. Voilà, c'est un très bon début. Et je pense qu'autour de la table... En quoi le train... Je vous en prie, En quoi le train contribue-t-il à arranger la plupart des citoyens de Conakry? D'abord, ce qui est anormal, généralement dans les autres pays, quand on augmente, parce que c'est quotidien, cette fluctuation du prix du carburant, quand il y a augmentation ou diminution, le transport ne varie pas. Les conditions je vous en prie, dans la plupart des pays. Mais malheureusement, chez nous, le premier élément qui croît lorsqu'il y a augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe, c'est le transport. Donc, c'est-à-dire la marche du train permettra aux citoyens de se mobiliser à moindre coût. C'est très important. Deuxièmement, il y a d'autres mesures, mais ce qui est beaucoup plus important... D'autres mesures comme lesquelles? Bon, je pense qu'on a fixé les nouveaux tarifs de transport. Ça n'a pas grandement évolué. Pas du taxi. Voilà. Et troisièmement, je prends le ministre Boubacar Bari, par exemple, qui a rencontré les commerçants du riz, leur demandant de maintenir le prix du riz à son prix habituel. Et je pense qu'il y a eu un acteur formel là-dessus, de même que le prix du pain. Donc, sincèrement, ce qui est plus important et le message que moi je souhaite faire passer autour de cette question, c'est que sincèrement, qu'on arrête l'amalgame. La lutte contre la corruption est une priorité pour tout gouvernement responsable. Que ça soit lié à ce problème de prix du carburant ou pas, ça doit être une activité pérenne. Et nous le souhaitons de tous nos voeux. Et depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y a des efforts qui sont dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne le prix, le réagissement du prix des produits pétroliers à la pompe, c'est un événement conjoncturel. Nous sommes d'accord, qui va en haussant, c'est-à-dire qui monte et qui descend. Et il faut nécessairement que la Guinée s'adapte à cette nouvelle situation. C'est très important. Allez-y, doyen. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais. D'abord, il a fallu qu'il y ait ce coup de massue, tel que le souhaite notre compatriote Silla, du gouvernement, dit voilà, le prix du carburant s'étend. Après avoir fait courir d'abord des rumeurs pendant des mois là-dessus, c'est quand il y a eu une mobilisation massive des forces sociales et des syndicats qu'on a dit on va faire les mesures d'accompagnement. Quelles mesures d'accompagnement? On va mettre en route un train que le gouvernement civil a été incapable de mettre en permanence en route depuis 2011, alors que les militaires que nous raillons en les traitant de d'ignards ou d'analphabètes, eh bien, ils ont réussi à le faire marcher. Et on présente ça comme un avantage. Quelqu'un fait son travail, il vous présente ça comme un cadeau qu'il vous fait. Mais je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Et lorsqu'on parle des bus, un État nous donne un cadeau de 50 bus qui pourrit sur pied depuis plus d'un an. Vous savez pourquoi? Non. Justement, il ne veut pas qu'on parle de la corruption. C'est un sujet subsidiaire pour lui. Eh bien, c'est à cause de toutes les convoitises qu'il y a derrière ces bus. Chacun veut mettre la main dessus puisqu'il y a les recettes, il y a les salaires, il y a les emplois et tout ça. Le gouvernement est incapable de mettre en route donc, ces bus-là. Et nous présente ça comme carrément beaucoup pensent que ces bus ne sont pas en bon état. Eh bien, moi, on a eu 50 bus. Pour moi, ils étaient censés être neufs. S'ils ne sont pas neufs, il fallait les rendre à celui qui les a donnés. Mais on ne voit pas pourquoi on va causer que ces bus, que c'est maintenant, un an après, qu'on commence à parler de ces bus-là. Mais à part ça, l'état du réseau routier, c'est le plus gros consommateur de carburant en déperdition. Lorsque le réseau routier est dans cet état d'abandon, dans toute la Guinée, vers Kerouané, Kanka, Mandiana, Télimilé, Kindia, Lelouma, Mali et tout ça, l'état routier est pratiquement impraticable, ce qui ne fait que faire exploser la consommation de carburant. Et voilà donc le vrai problème, la mauvaise gouvernance. Les ressources de l'État ne sont pas utilisées pour construire le pays, pour faciliter la vie aux citoyens, ce que nous dénonçons. Mais là-dessus, je suis désolé, il faut quand même équilibrer le temps d'intervention. Il faut équilibrer le temps. Maintenant, on dit qu'il y a les négociations. Mais vous savez très bien que c'est la Guinée.
On ne négocie pas, on distribue des enveloppes et on fait des pressions. Donc pour vous, c'est une farce, ce qui se C'est une passe. farce. Dans tout leur problème, c'est d'arriver à se mettre les leaders en poche. Les leaders syndicaux. Les leaders syndicaux et société civile en poche. Ce n'est pas de régler réellement les problèmes ou d'établir une véritable concertation honnête entre partenaires qui se respectent et qui ont en tête d'arriver à une solution acceptable pour tous et pour la population en premier lieu. Donc vous ne croyez pas du tout en la sincérité de ces pourparlers encore? Mais ils ne sont pas sincères, c'est des manipulations à coup d'argent, à coup de corruption, c'est tout à fait clair. Donc à vous entendre... Puisque de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les intéressés eux-mêmes qui dénoncent. À vous Il faut entendre, suivre. on n'a pas espoir à ce que le prix du carburant diminue. Eh bien, moi je ne sais À pas 8 si... 000, Mais tout est possible, en politique tout est possible malheureusement. La solution que vous proposez, c'est quoi? La solution qu'on propose, c'est que l'État tout à fait cessant, on arrive à arrêter le pillage de la richesse publique. Que déjà les dirigeants, monsieur Silla, qui respectent la Constitution, vous êtes très accrochés à la loi, et bien la première loi, c'est que les dirigeants respectent l'article 36 en déclarant leurs biens. C'est un acte, ce sera un acte de foi dans leur honnêteté et dans le respect de la Constitution. Pour l'instant, je crois qu'ils l'ont fait. Le gouvernement Kassori l'a fait. Eh bien, c'est pas arrivé Passez-moi le journal officiel, s'il vous plaît. C'est pas arrivé au journal officiel. Et c'est tout le monde. Même si le contenu est méconnu de tous. Eh bien non, c'est pas fait pour les tiroirs. Mais ça, c'est c'est fait... pas leur faute. Eh bien, de leur droit. eh ben, le droit de qui? Ça, c'est Ça n'a pas été la rendu cour- public encore. C'est la Cour Mais constitutionnelle. ce qu'ils pouvaient, c'était venir devant l'institution. On leur a remis des documents pour remplir, mais jusque-là, on ne sait pas si ça a été Ils n'ont déposé. pas rempli. Eh bien, mais on est en train de jouer à La cache-cache. spéculation. On est en train de jouer à cache-cache. Est-ce que dans la solution que vous proposez, c'est important que le gouvernement revoie son train de vie depuis Mais la il faut qu'il présidence? casse son train de vie et que les vols et les détournements cessent. Vous savez très bien que les entreprises publiques, c'est des mangeoires de pouvoir. D'accord, voilà que j'ai compris. Et c'est des mangeoires et qu'il faut donc arrêter. Plutôt qu'à Sogipa, on verse 6% de commission à la directrice et à ses amis. Qui est condamné en Belgique. Eh bien, il faut qu'on remette ça dans les caisses de l'État guinéen. Et imaginez 30 ans que chaque année, il y a 6% du chiffre d'affaires de Sogiba qui passe à côté en corruption. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui a 30 ans, pendant 30 ans, la même directrice, qui aujourd'hui est sa propre patronne, puisqu'elle est ministre de l'Agriculture. Eh bien, vous trouvez ça normal? Et heureusement, c'est des nous détails. avons le pays depuis 8 ans. C'est des détails. Dans Depuis 8 ans, vous êtes là, vous avez aujourd'hui une ministre de l'Agriculture qui est sa propre patronne. C'est une citoyenne. C'est une citoyenne. Mamadou S'il vous plaît. Il faut juste rappeler que le doyen Babadiko est très remonté, qui sort de ses gangs. C'est dans cette émission, le club de l'actu. Je crois qu'en plus des propositions de solutions ici, prenez par exemple, moi je crois qu'une simple analyse objective de la loi des finances de notre pays peut nous aider à trouver beaucoup de poches d'économie. Prenez par exemple les lignes budgétaires où on dit achat de biens et services. Chaque année, pour chaque ministère et pour chaque institution, cette ligne est à tendance haussière. Comme si tous les ans, il faut changer tous les meubles, il faut changer tout le matériel bureautique chaque année. Donc, il faut voir aussi côté carburant. Côté carburant, lorsque vous prenez Secouria, c'est 1700 litres par jour. C'est quand même... Ça, c'est selon c'est quand même une étude faite par Macanera. C'est une étude. C'est quand même 17 millions de francs par jour. Et puis, les ministères, c'est 3000 litres. Comment voulez-vous qu'un citoyen lambda, que moi je suis, je vais payer 10 000 le litre, alors que et le ministre, et sa femme, et sa maîtresse, et tous les autres ne payent pas. Ces chiffres, vous la tenez d'où, M. Ba? La loi des finances 2018. D'accord. J'ai dit qu'une analyse objective de cette loi nous permettra d'économiser. Revenez maintenant sur l'étude en 2017, commanditée par l'État sur les marchés publics. On a retrouvé là-bas 13% seulement de ces marchés-là sont des marchés qui ont respecté la loi, les lois de la République. La loi 63% qui ne serait. Et lorsque vous faites le calcul, vous avez à peu près 300 000 milliards de chiffres, de recettes
à récupérer. D'accord. À récupérer. Alors qu'ici, on dit c'est pour récupérer à peu près 1000 milliards par mois. D'accord. Ça veut dire c'est 12 000 milliards par mois qu'on doit récupérer. Tout ce tintamarre, c'est pour récupérer 12 000 milliards, alors que dans les marchés publics, nous avons à peu près 300 000 milliards là-bas qui est en déperdition et que des gens, à côté du chef de l'État, lui-même, ses amis, ils sont en train d'accaparer ces richesses-là, et au vu et au su du peuple de Guinée. Des chiffres qui donnent des... L'autre point d'incompréhension des Rapidement. citoyens guinéens, l'autre point d'incompréhension, c'est lorsqu'on dit que les miniers qui sont extrêmement riches, payent moins cher, hein, à peu près, ils ont fait sortir le marché pétrolier tout récemment. C'est le ministre lui-même qui dit, c'est à 8 000. Les miniers payent à 8 000. Les agents de l'État, c'est-à-dire EDG et les autres payent à 8 000. Et vous savez bien, EDG et SEG, lorsqu'ils payent, c'est pour le gouvernement, ainsi de suite. Et puis, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, on peut comprendre parce que ça, c'est la pratique à l'international. Mais que les miniers, que les appareils étatiques, les entreprises publiques payent moins cher que le peuple, le pauvre lambda, mais on ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Voilà qui est entendu rapidement pour clore avec vous. Les forces sociales entendent marcher le lundi 23 juillet pour dénoncer cette augmentation du prix du carburant. Ils parlent de marche pour la dignité. Oui, effectivement. Parce que... Vous ferez partie de cette marche-là? Non, le 23, nous, on a notre marche. Vous n'êtes pas autorisé à marcher? Oui, mais faut le rappeler. non, mais je viens de vous dire que cette décision de la... Malgré l'interdiction, vous bien avez sûr, on va marcher. D'accord. Ça, il n'y a rien à dire. Donc ça fait une double marche alors? Non, La marche bon, des forces sociales et la vôtre. oui, c'est simple coïncidence. D'accord. Nous, on a notre itinéraire. Et c'est quoi l'itinéraire? Voilà. C'est à Wanidara T5, Amdalaï on va tenir un grand meeting pour le départ du professeur Alpha Condé. D'accord. Et voilà. Et quelque chose, je vous dis, je viens de rentrer de la Hollande, Pays-Bas. On a porté plainte contre le professeur Alpha Condé, crime contre l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Essayez de voir les différentes manifestations. Qui a de porté l'opposition. plainte contre lui? C'est le pull. Le pull encore? Oui, le pull, oui. Ah ben, vous êtes Non, nous, apparemment nous, ce qu'on résolu veut- à faire nous, ce partir qu'on Alpha veut- Condé nous, ce qu'on veut, par tous les moyens. On le fait partir et on veut le voir derrière les barreaux. Ah et bon? en prison. en Qu'est-ce plus. qu'il a fait pour commettre un crime contre l'humanité? Ah non, mais attendez. Les 94 qui se trouvent à Bambeto, vous voulez que ça reste comme ça? Pas du tout. Alpha Condé doit répondre de ses actes. Avec ses complices. Donc il doit aller en prison. Alpha Condé doit aller en prison. Non D'accord. seulement, ce n'est pas seulement le départ. Donc vous avez porté plainte à la CPI? Oui, bien sûr. Que la démocratie ne signifie pas le désordre. Je pense que M. Ba doit faire très attention à ce qu'il est en train de dire. D'accord. Après, on va Alors, attaquer on a le tout second fait. sujet qui concerne la politique avec ce contentieux électoral qui existe. Beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer le fait que jusqu'à ce jour, les conseillers communaux ne soient pas encore installés 5 mois après les élections. Beaucoup ne comprennent pas. Et l'opposition qui a voulu marcher a finalement décidé de se rétracter parce que Kassouri l'a demandé. On se retrouve tout de suite.